Alors, vous savez, on va commencer par la Côte d'Ivoire, que Allah nous guide, que Allah nous aide, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, les Ivoiriens se sont tellement focalisés à vouloir dénigrer nos présidents, Assimi Goïta, le capitaine Traoré, le général Tiani, qu'ils ont oublié. Alors, moi, je tombe sur quelque chose, aujourd'hui, sur la Côte d'Ivoire, je dis, c'est pas vrai. Alors, vous savez pourquoi? Parce que je communiquais aujourd'hui avec une jeune Ivoirienne, et puis, on causait, elle dit, demandez pardon au Prado, il va vous donner courant. J'ai dit, ah, non, on n'a qu'à demander au Prado, il va nous donner courant. Elle dit oui. J'ai dit waouh. Elle dit ou bien c'est la dictature. J'ai dit oui, la dictature là, c'est moi qui ai demandé à nos autorités d'imposer la dictature. Et nous allons vivre dans cette dictature. Elle dit hein? Elle dit oui. Mais alors, Dieu me permet, juste je raccroche avec elle, juste pour rire, et puis je tombe sur un article. L'article là, c'est avec ça qu'on va commencer, hein, je vous en prie. On va commencer avec cet article là. Alors ça m'a paru bizarre. L'article m'a paru bizarre, tellement bizarre. Alors, j'ai dit, attends, ça c'est pas possible. Alors, j'ai pas fini, on va continuer. Il faut que je retrouve l'article là pour vous. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, là. Il y a beaucoup de choses, là. Ah, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que, où j'ai mis ça? Non, attends, ça doit être quelque part ici. Il faut que je vous donne cet article-là. Faites monter le mercure, je vais en prier. Il faut que rapidement, on en franchisse les 2000 ou 3000 là. Ah, voilà ça ici. Les Ivoiriens, vous êtes là. Je veux voir les drapeaux de Côte d'Ivoire là. Les Ivoiriens, signalez-vous par le drapeau ivoirien, je vous en prie. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Merci beaucoup. Merci à toi, Aïdara Sali. Merci à toi, Sali. Alors, la Côte d'Ivoire, Keïta n'a rien contre ce beau pays, puisque, je sais pas, les gens pensent toujours, c'est ce que je n'aime pas dans cette affaire de, les tablettes là sont plus compliquées que les téléphones. Alors, ça c'est fort les gars. Crise d'électricité en Côte d'Ivoire. Qui pouvait imaginer, ok, merci beaucoup. Qui pouvait imaginer qu'il y a crise d'électricité en Côte d'Ivoire? Peut-être que je me trompe, hein, mais les Ivoiriens, vous êtes là, hein, vous allez m'aider à comprendre. Les 180 entreprises industrielles subissent un rationnement. Hein, quoi? C'est compliqué, un rationnement. Alors, le rationnement, c'est ce que nous, on subit aujourd'hui au Mali, c'est-à-dire que on dit d'accord, puisque nous, on est à l'ACI. ACI, vous avez le courant pendant 8 heures, c'est-à-dire, on nous dit par exemple de midi, hein, de 8 heures, je prends de 8 heures à 16 heures, le courant, on donne à l'ACI, et à 16 heures net, on coupe le courant, et puis on donne à Bako Djikoroni. Eux aussi, ils font 4 heures ou 6 heures, on coupe, on donne à Djelibougou, on coupe, on donne à... Donc, on fait le rationnement de l'électricité. Mais comment comprendre que le Prado qui a investi autant de milliards en Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il y a rationnement d'électricité au niveau de 180 unités industrielles. Donc la Côte d'Ivoire n'a que 180 unités industrielles, seulement 180. Waouh! Je viens. Donc la Côte d'Ivoire, Balèze Ouattara se gonfle là. Comment 180 unités industrielles peuvent faire de la Côte d'Ivoire le moteur de l'économie dans la sous-région? Seulement 180 unités industrielles, seulement 100. Moi, je pensais qu'on tournerait autour de 1000 ou bien 500 unités, 104, même pas 200. Même pas 200 sociétés en Côte d'Ivoire. Ivoirien, vous avez ce repère. Alors, vous avez quoi? 30 000 milliards. Et puis, vous avez 180 unités industrielles pour payer une dette de une dette de 30 000 milliards. Je ne suis pas économiste, mais chacun sait que la réalité... Donc, quand les gens de RH2P, les Cissé Bakongo qui ressemblent, on dirait gorille, les Touré Mamadou PD, là, et tout cela, ils font croire que le Prado, d'après eux, a fait un travail extraordinaire. Mais vous n'avez que 180 unités industrielles en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Détestez-moi, je suis d'accord avec vous. Voilà ça ici. C'est écrit. 180 unités industrielles en Côte d'Ivoire.
Et puis Ouattara, il s'est dit économiste. Il va surendetter le pays 30 000 milliards. Comment 180 unités peuvent faire ça? Bon, on va continuer. Selon le journaliste ivoirien Bali, depuis plusieurs semaines déjà, si les coupures de l'électricité dans les quartiers et villes de la Côte d'Ivoire sont marginales, les 180 entreprises industrielles environ du pays subissent systématiquement un rationnement. Alors, j'ai envie de dire à cette jeune belle dame avec qui j'ai parlé, qui me disait que nous, on doit demander courant à la Côte d'Ivoire. Et alors, vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins énergétiques des 180 industries de la Côte d'Ivoire, vous allez nous vendre le courant. Voilà. L'horizon commence à nouveau à s'assombrir. Les autorités ivoiriennes circonspectent se taire pour le moment, dans le silence. Mais le distributeur de l'électricité, la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, a vaguement pris les devants. Dans un communiqué en date du 19 avril 2024, elle a signalé des incidents techniques sur des ouvrages électriques. Ça fait des semaines. Quel genre d'incident technique jusqu'à la date d'aujourd'hui n'est pas encore résolu? Parce que jusqu'à la date où je vous parle, il y a pas, le courant n'est pas en Côte d'Ivoire comme il se devait. Alors, comme un pays qui ne peut pas approvisionner son tissu industriel, son réseau industriel, va nous donner de l'électricité. Ça, c'est Keïta. Keïta, toi aussi, tu vas fouiller partout. Là où tu ne dois pas regarder, tu vas regarder. Il faut laisser les Ivoiriens à leurs problèmes. J'ai laissé les Ivoiriens à leurs problèmes. Donc, vous voyez, les Ivoiriens ont plus de problèmes que nous. Nous, on a une crise sécuritaire à gérer. Nous, on était sur le point de diviser notre pays. Nous, on avait des multinationales. Ah non, non, non. Des pays. Non. On avait les pays occidentaux chez nous. On avait la MINUSMA chez nous. On avait Takuba chez nous. On avait tout ça chez nous. Donc nous, on avait vraiment un sérieux problème de sécurité. Nous, on n'est pas dans leur histoire de démocratie. Et ils sont dans la démocratie. Wow, il y a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Ah, donc la démocratie, c'est quoi alors? C'est pas vrai. Alors donc la Côte d'Ivoire a un sérieux problème d'électricité. Alors comment la Côte d'Ivoire peut aider? Donc, Ivoiriens, ça c'est une réalité qu'on vous cache. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui suivent mes interventions, Dieu merci. C'est pas tous les Ivoiriens qui ont des dents contre Keïta, c'est pas tous les Ivoiriens qui détestent Keïta. Au contraire, quand vous regardez ceux qui apprécient Keïta, même au sein du pouvoir, parce que je vous fais une confidence, il y a une responsable du RHDP qui est amie avec Yahi Touré. Vous connaissez Yahi Touré, c'est une partenaire avec qui je travaille. On s'est trouvé là-bas comme ça par hasard un jour. Elle dit qu'elle m'apprécie, elle apprécie ce que je fais. Son frère aussi, son frère est un grand admirateur de Keïta. Donc vous voyez, même au sein du RHDP, Keïta est apprécié. C'est seuls ceux qui n'aiment pas la vérité, qui détestent la vérité, qui n'aiment pas qu'on dise la vérité, c'est eux là qui détestent Keïta. Mais c'est pas grave. Keïta continuera à faire ce qu'il a à faire jusqu'à ce que les choses se normalisent. Alors, donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème d'électricité. Les 100 petites unités industrielles, 180 seulement. La Côte d'Ivoire, moi, j'ai dit, jusqu'à 200, 300, 400 entreprises. J'ai dit, waouh, ça c'est bon. Seulement 180. Alors, quand vous endettez un pays, et puis vous n'avez que 180 unités industrielles, comment voulez-vous payer la dette? Vous allez augmenter les impôts. Parce que s'il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour soutenir l'économie ivoirienne, comment vous allez payer cette frénésie d'endettement, 30 000 milliards? Vous allez payer ça comment? Avec seulement... Donc Laurent Gbagbo avait raison alors. Donc Kodé Katina avait raison. Donc vous insultez les gens pour rien alors. Vous n'avez que 180 unités industrielles, alors comment vous allez payer les 30 000 milliards si on n'augmente pas les impôts? Parce qu'arrivé à un moment donné, le FMI dit on ne peut plus vous donner crédit. La Banque mondiale va dire on ne peut plus. Donc on va mettre la Côte d'Ivoire sous pression, ajustement structurel. On va commencer à imposer aux Ivoiriens. Il faut augmenter taxe ceci, il faut augmenter impôt par là. Il faut y accorder sa paix à son âme.
Prions que cela n'arrive pas, parce que si Ouattara ne se ressaisit pas, ça va être compliqué. Alors, on va continuer. On va rapidement s'arrêter ici d'abord, avant de revenir sur la France. Hein, la France. Alors, la France dit, il faut faire la guerre. Donc, la déclaration du général français a trouvé écho au sein de l'exécutif français. Vous vous rappelez, je vous avais dit que ce général-là ne peut pas sortir tenir ses propos comme ça, sans que les responsables politiques eux-mêmes ne soient impliqués dans les décisions, enfin, dans les déclarations de ce général. Et je l'ai dit aussi bien comme le capitaine l'a dit aussi, c'est pour préparer l'opinion française, européenne, à une éventualité. Et la vérité est sortie aujourd'hui. Le ministre français des armées a déclaré, je vais vous faire écouter sa déclaration, mais en réalité, c'est pas vrai. On va aller doucement. Alors ici d'abord au Mali, avant de revenir encore dans le Sahel, on va aller au Mali. La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable des requêtes du président du Refisi. Et puis, enfin, ceux qui ont porté plainte, Cheikh Mohamed, Chérif Kone et du président du mouvement Reconstruire Bara, Niyiriwa, Docteur Mamadou Konaté, motivation, les associations requérantes n'ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance du pouvoir. Alors, vous savez, quand Keïta dit toujours que j'ai du mal à comprendre des gens qui ont dit qu'ils ont des diplômes, qui ont des doctorats en droit, qui se font appeler avocats, mais qui ne connaissent même pas le B.A.B.A., la base, le fondement, le rationalisme, c'est-à-dire le minimum. On dit Keïta, tu as grande gueule. Dieu merci. Voilà la Cour constitutionnelle encore rejoint Keïta pour dire qu'ils n'ont pas qualité. En d'autres termes, ils n'ont pas qualité. Pourquoi? Le 27 mars, le président de la référence syndicale des magistrats et de l'association malienne des procureurs et poursuivants ont déposé au greffe de la Cour constitutionnelle une requête au fin de constater de vide institutionnel au Mali pour vacances de la présidence de la transition militaire et d'échéance des organes de mise en place d'une transition civile de mission. Et le 8 avril, le président du mouvement, Reconstruire Bara, Konaté a saisi le 9 sages d'une requête aux fins d'intervention volontaire tendant la constatation de la vacance de la présidence de la transition. On va écouter, hein. Dans l'arrêt numéro 2024-02-CC du 25 avril, relatif aux requêtes en date du 27, aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali pour vacances de la présidence de la transition militaire et d'échange des organes et mise en place d'une transition civile de mission du 5 avril, aux fins d'intervention volontaire publiée dans le journal officiel spécial numéro 11 du 26 avril, les 9 sages ont déclaré les deux requêtes irrécevables. Waouh! Motivation. Les associations requérantes au terme de l'article 7 nouveau de la charte n'ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance du pouvoir. Wow. Le droit n'a pas été dit. En analysant ce arrêt, docteur estime que le droit n'a pas été dit. Bon, ça c'est ton avis. Il y a lieu de le lire la conscience des Maliens et de toute humilité que dans le cas espèce, la Cour constitutionnelle du Mali a statué extra petita. Ce qui signifie en droit que la Cour a sciemment répondu à une sollicitation que les deux syndicats n'avaient pas faite. Une chose est certaine. Quelle est leur qualité pour saisir la Cour constitutionnelle? Parce que la Constitution, il y a des éléments juridiques, il y a des éléments de base, il y a des mécanismes institutionnels, il y a des mécanismes juridiques pour saisir la Cour constitutionnelle pour constater ou pas la vacance du pouvoir. Alors, quand vous parlez de la vacance du pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas un président en fonction? Le président est en fonction. Si le président est en fonction,
d'où vient le fait qu'il y a vacances de pouvoir. Alors, les gens sont allés à l'école, nous on a payé l'argent pour leur formation, on a cru qu'on a formé des gens. Alors, c'est ceux-là qui doivent défendre nos dossiers. Est-ce que vous pensez que des gens comme ça, là, on doit leur accorder un dossier pour aller défendre, même sur le plan international? Comment ils vont nous défendre? Parce que si vous ne maîtrisez même pas le béaba, le minima, c'est compliqué. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais force reste à la loi et à la vérité. Est-ce que Assimi Goïta ne répond pas pleinement aujourd'hui? Pour que tu parles de vacances de pouvoir, c'est qu'effectivement, il y a vacances de pouvoir. Et dans le cas échéant, la Constitution est claire en cas de vacances de pouvoir. Je n'ai pas lu tous les éléments de la Constitution, mais la Constitution détermine, en cas de vacances de pouvoir, qui doit effectivement saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce que ce sont des associations? Est-ce que ce sont des clubs d'amis? Est-ce que ce sont des partis politiques? Est-ce que ce sont des mouvements ou associations politiques? Non. Quand il y a une vacance de pouvoir, il y a un mécanisme juridique qui permet de saisir le Conseil constitutionnel. Alors, vous voyez, des gens se lèvent, ils veulent se donner de l'importance, ils veulent se donner de la voix, ils veulent qu'à l'extérieur on dise, ah, il y a des opposants au Mali qui sont opposés à Assimi Goïta, ils veulent être, qu'on dise, ah, il y a garçon au Mali. Il n'y a pas garçon au Mali, parce que quand tu dis, je dis bien, il n'y a pas garçon, je sais très bien de quoi je parle. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas vraiment garçon au Mali? C'est pas ça. Eux qui se disent garçons, ils biaisent le droit, ils violent le droit, ils ne maîtrisent même pas les mécanismes de recours. Ils se lèvent, ils veulent aller. Parce que pour que, juridiquement, on parle de vide, de vacances de pouvoir, la Constitution détermine les cas de vacances de pouvoir. Est-ce qu'eux, ils rentrent dans ce cas-là? Ils disent qu'ils sont avocats, moi je ne suis pas avocat. Ils sont magistrats, je ne suis pas magistrat. C'est pourquoi je dis, si vous êtes garçon, invitez-moi dans un débat public, retransmis directement sur l'ensemble du territoire malien, en direct de l'ERTM. J'ai dit ce jour-là que je n'ai pas besoin des membres du gouvernement. Ils n'ont qu'à s'asseoir tranquille. Si vraiment ils pensent qu'ils ont le droit avec eux, qu'ils maîtrisent le droit, Keïta ne perd pas son temps pour faire la littérature, prendre le droit, théorie, blablabla. Keïta va sur le concret. Que dit la Constitution par rapport à une vacance de pouvoir? C'est ça la réalité. Que dit la Constitution? Quand est-ce qu'on peut constater la vacance de pouvoir? Est-ce que vous prenez vos émotions pour en faire des éléments de droit? Vous prenez votre légitimité pour en faire un élément juridique. Oui, légitimement, vous pouvez dire qu'il y a vacance de pouvoir. C'est votre droit. Mais est-ce que votre légitimité repose sur ce qu'on appelle la souveraineté constitutionnelle? En d'autres termes, que dit la Constitution? Vous ne dites rien de tout ça. Ça, vous vous levez, vous saisissez, la Constitution devait finir. Parce que vous dites, comme la Constitution avait été, il y a un délai d'élection qui avait été programmé, vu que ce délai est dépassé, donc, il n'y a pas, il y a un vide juridique, mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Vous voyez, souvent je dis aux gens, évitez de vous faire humilier, parce que quand vous prenez de telles responsabilités, vous croyez réellement qu'au Mali, à l'exception du gouvernement, à l'exception du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, à l'exception de ces institutions juridiques, vous croyez réellement qu'au Mali, il n'y a pas d'homme compétent à la matière parce que vous croyez que vous avez fait 7 années d'études de droit, donc vous maîtrisez mieux que celui qui n'a pas fait. Vous avez menti. Parce que là, vous allez trouver un garçon net, pile, qui n'a pas fait 7 ans de droit comme vous, mais qui va vous recadrer et vous ramener à votre banc d'études. Là où vous avez appris le droit, là, Keïta va vous ramener là-bas. Allez vous asseoir encore pour reprendre beaucoup. Parce que visiblement, il y a quelques éléments qui vous ont échappé. La Constitution, même si politiquement, une date a été donnée,
juridiquement, que dit la Constitution? C'est-à-dire, voilà des gens qui ne font pas. Vous dites, ah, sincèrement, ils devaient organiser l'élection, ils n'ont pas organisé l'élection. Ça, c'était une décision politique. Mais juridiquement, que dit la Constitution? Non, non, non. Ils s'élèvent. Ah, c'était le 26. Ils n'ont pas fait logo, on ne veut pas. Mais juridiquement, que dit la Constitution? C'est pas on ne veut pas, c'est pas qu'ils n'ont pas organisé. Que dit la Constitution? Moi, j'ai vu que le ministre Abdoulaye Maïga s'est donné trop de mal pour vouloir expliquer des choses. C'est pourquoi je dis souvent, monsieur le ministre, donne-nous tout Keïta Massa. Et quand il reste un boli dans la quoi, tout Keïta Massa. Ni fait bekoka kalanaka be fendo na. Keïta Baïre, la kika kalao. Ika lonia, ika diplôme, Keïta Bambela si. Kabato di kao kala. Kabiki du feu dima. Ki kala, avec Fabia Tchogomina. Quel est ton Hakila Baradeno? Le capitaine a dit, donc vous croyez que celui qui n'est pas allé à l'école des Blancs n'est pas un intellectuel pour vous? C'est pas moi, le capitaine l'a dit. Keïta n'a pas besoin de faire école de droit pour vous confondre, parce que je dis, je le confirme, à l'état actuel des choses, je ne suis ni prophète, ni rien, mais je reconnais à moi la sagesse, les qualités hautement requises pour être un homme philosophe. Donc, je me considère, moi, Cheikh Oumar Keïta, comme un philosophe. Je n'ai pas encore écrit, c'est une certitude. Je ne suis pas pressé. Sinon, très peu de personnes peuvent prétendre avoir ce que j'ai et ne pas commencer à se déclarer partout dans le monde avec tous les gros titres que vous connaissez. Je suis philosophe. Je le dis. Je n'ai même pas honte du mot. Je suis philosophe. Et je peux discuter de n'importe quel sujet sur la planète Terre. Quand vous venez, vous qui dites que vous avez un doctorat en droit, là, vous saisissez notre institution judiciaire pour parler de vacances de pouvoir. Mais avant de le faire, là, que dit la Constitution par rapport à la vacance de pouvoir? Moi, je vois même que le Conseil constitutionnel même s'est emmerdé pour rien. Vous vous rappelez? J'ai dit au Conseil constitutionnel de leur poser la question. Depuis que la guerre a commencé, là, ils ont fait quoi? Ceux qui ont porté plainte, là, depuis la guerre a commencé, là, ils ont fait quoi? Quelle a été leur contribution? Quel a été leur soutien? Quelle a été leur participation pour soutenir nos forces armées? Rien. Merci au mouvement Biko de Fatmata Batulignan. Voilà un mouvement qui peut, si il le désire, le mouvement, de dire quelque chose. À l'exception du mouvement Biko, il n'y a même pas un parti politique que les Maliens même doivent écouter. À l'exception d'Ambicol, il n'y a même pas. Il n'y en a pas. Ils ont fait quoi? Toi, tu m'énerves de la Guinée, là, je vais te bloquer. La prochaine fois, tu sors la Guinée. Tu payes mes unités ici. Tu sais combien je dépense par jour pour avoir cette qualité d'image et de son? Il faut me parler encore de Guinée. Tu viens prendre cadeau, tu la fermes et puis tu t'abats. Tu vas me dire Guinée, Guinée. Tu m'as déjà donné 5 francs pour parler de la Guinée. J'ai un agenda. Et je suis mon agenda. Tu n'as rien à me demander. Tu écris encore, je te fous dehors. Ça veut dire quoi ça? Apprenez à respecter les gens. Tu viens suivre le direct gratuitement et puis tu ne parles de Guinée. J'ai dit quoi en Guinée? Tu crois que Madou Doumbia ne fait pas suffisamment le travail extraordinaire qu'il fait, ça ne te suffit pas? Hein? Ce que Madou Doumbia est en train de faire là, quel président, à l'exception de Sékou Touré, quel président qui a fait comme lui? À l'exception de Madou Doumbia là, quel président qui a travaillé comme lui? Votre choix des Alpha Condé, il a fait quoi? Il faut venir m'énerver encore avec affaire de Guinée. Alors, donc, la réalité, voilà. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, et c'est eux qui veulent. C'est-à-dire que, on dit, la nature obéit à une logique. La nature obéit à une logique. Quand vous travaillez, vous recevez. Quand vous plantez, vous récoltez. Quand vous plantez, vous récoltez. Quand vous plantez, vous récoltez. Le mouvement Ambicon plante aujourd'hui pour récolter demain. Mais voilà des gens, on n'a jamais su qu'ils existaient. On n'a jamais su quelle est leur, c'est-à-dire leur place dans ce pays Mali là. On n'a jamais vu. On nous a attaqué. Le pays était sur le point d'être décapité, sur le point d'être divisé, sur le point d'être coupé en deux. Ces gens, c'est maintenant qu'on reconnaît qu'il y a des hommes de droit dans ce pays. On ne les a jamais vus aller défendre le Mali devant les tribunaux des Nations Unies.
On ne les a jamais vus répondre. Donc, vous commencez à comprendre que quand le capitaine Traoré parle d'esclaves de salon et de valets locaux, il y en a partout. Hein. Dans tous les États, il y a des esclaves de salon et des valets locaux. De l'impérialisme. Pendant que le pays était dans la tourmente, là où on avait besoin des hommes de droit, comme ces jeunes techniciens qui ont dit on ne peut pas permettre que les données biométriques des Maliens soient bloquées par une petite entreprise française. Des Maliens se sont levés, ils ont récupéré les données et puis ils ont sécurisé. Mais vous, là, vous avez fait quoi? Souvent, vous devez avoir honte même de sortir. Moi, je vous regarde, je dis, mais attends, quand vous vous réveillez le matin, là, quel genre de visage vous regardez? Quand vous vous réveillez le matin, là, quel genre de visage vous regardez? Quelle est cette haine-là? Vous pouvez ne pas aimer Assimi Goïta, je suis d'accord avec vous. Mais aimez votre pays, je vous en prie. Aimez le Mali. Le Mali vient de loin. C'est ce que j'ai dit à la jeune dame là aujourd'hui. Ah, les gens souffrent, les gens souffrent. J'ai dit, tu sais, on voit rien, on voit rien. J'ai dit, il faut te calmer. Elle parle jusqu'à elle. J'ai laissé la dame à finir. Quand elle a fini de parler, j'ai dit, je peux parler. Elle dit oui. J'ai dit, d'accord. Souvent, il y a des femmes qui disent, Keïta, 10 ans, 15 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans de mariage, je n'ai jamais fait de fausse couche. Mais le mari, lui, il est bien portant, il n'a aucun problème. Ça peut être le mari comme la femme, mais on va aller avec le cas de la femme, sans manquer de respect à mes soeurs. Donc, on dit, bon, madame, on va déboucher vos trompes. Le DAMSA peut vous aider d'abord, 1, pour déboucher les trompes, 2, pour faciliter l'ovulation, 3, pour nettoyer votre appareil reproductif pour vous mettre dans les meilleures conditions. Merci à toi, Bachili. Dès qu'on finit ça, on attend le résultat. Et dès qu'elle finit son traitement et que les trompes sont débouchées, bien nettoyées, l'ovulation est au top, dès qu'il y a contact avec le mari, ah, Keïta, je n'ai pas encore vu mes règles, merci, oh, merci. Il dit, ah. Donc, mais pendant 10 ans, 20 ans, elle allait partout. Alors qu'il y avait un problème sur eux qui était là. Alors, tant que les trompes ne sont pas débouchées, pardon, tant que les trompes ne sont pas débouchées, s'il n'y a pas la facilité d'ovulation, si on ne nettoie pas comme il se doit, donc c'est compliqué. Donc, il y a des blocages. Il aurait fallu prendre le temps pour nettoyer. Il dit, mais le Mali était dans un trou énorme. Alors, quand ils sont arrivés, on avait de sérieux problèmes. Le plus urgent, c'était la sécurité. Et ces messieurs-là, ils ont commencé à travailler, à mettre... Aujourd'hui, on veut pas. Le monde reconnaît ce qui a classé le Mali aujourd'hui. 37e pays sur 190 ou 170, je ne sais pas, de pays dans le monde. Alors que le Mali était le dernier en Afrique. Les 5 derniers, le Mali était dedans. On n'avait pas d'armée. C'est avec des bâtons qu'on faisait les entraînements. Le Mali comme la Centrafrique. C'était des bâtons qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, il faut venir t'amuser. Il faut venir t'amuser. On va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. 37e. Donc on vient de loin. On vient de loin. Aujourd'hui, la question énergétique cause problème au Mali. Mais le Mali n'est pas le seul. Cette question d'énergie, on va en parler tout à l'heure. Je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire. Il y a le rationnement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les entreprises ne peuvent pas travailler correctement en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de courant. La Côte d'Ivoire ne connaît pas les mêmes problèmes que le Mali. Alors comment la Côte d'Ivoire se trouve dans la même position que le Mali aujourd'hui? Et le Mali a commencé à retrouver. Parce qu'aujourd'hui, depuis hier du moins, le courant, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont couper après, je ne sais pas si on coupe, ne vous emmerdez pas, on va mettre le groupe, il n'y a pas de problème. Mais alors aujourd'hui, regardez. Donc, on a commencé, le gouvernement est en train de récupérer en termes. Alors, pour le moment, la production énergétique, c'est quoi? C'est la consommation domestique d'abord. Il faut sécuriser ça. Et ensuite, dans les 18 mois à venir, c'est la consommation industrielle que nous sommes en train de viser. En d'autres termes, les centrales, que ce soit thermique, que ce soit hydraulique, que ce soit éolienne,
que ce soit solaire, que ce soit, comme on appelle, comment on appelle, enfin, les centrales, comment vous appelez ça même là, avec ces trucs-là. Bon. Donc, il y a ces centrales-là. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en place de grosses unités industrielles pour la transformation de nos matières premières, comme je vous l'ai fait écouter, Oufoué a dit. En ce temps-là, ce ne sera plus le bauxite, mais le fer qu'on aura déjà transformé chez nous. On va même acheter le cacao en Côte d'Ivoire, acheter le cacao et le Burkina et le transformer chez nous, et puis le vendre. Vous avez bien compris. Le Mali va commencer à acheter le cacao burkinabé, ivoirien, pour le transformer au Mali et puis le vendre. Le cacao, il y a beaucoup de produits dedans. Il y a le beurre, il y a le, comment on appelle, il y a le beurre qui est dedans. Il y a plein de dérivés dans le cacao. Plein. Le caoutchouc. On va acheter ça et les Ivoiriens, transformer ça, et puis vendre les purées. On va fabriquer les purées ici. Donc, quand ce jour-là viendra, bon, on va reprendre. On va reprendre rapidement. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, voilà, donne-moi une seconde, c'est mon micro là qui avait un peu déconné. Celui-là, c'est pas grave, comme lui, il est là. Alors, donc, quand vous regardez ça, ce jour-là, comme l'a dit Oufoué, ce jour-là, comme l'a dit le président Oufoué, évidemment, ce sont des produits finis que nous allons vendre. Nous allons acheter le cacao ivoirien, nous allons acheter l'acajou, nous allons acheter, comment on appelle ça, les sèves de, comment on appelle ça, des VA là ou quoi là, par rapport à, on fait quoi? Fabriquer les pneus ici. Donc, mais quand on va arriver à cette étape de la consommation industrielle en termes d'énergie, le Mali aura atteint un niveau déjà élevé en termes de consommation. Pour le moment, il faut sécuriser la consommation domestique. Et je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui, pour moi, c'est un bon signe parce que ça vaut des mois et des mois qu'on n'a pas vécu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que pratiquement toute la journée, le courant ici n'est pas parti. On n'a pas coupé le courant pratiquement toute la journée. Ils ont coupé pendant quelques heures seulement et puis après c'est revenu. Hier nuit, pratiquement, le courant était là. Donc, déjà, pour moi, il y a un pas positif. Il y a une amélioration déjà qui est là. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand ces gens-là viennent pour nous dire vacances de pouvoir, mais je suis désolé, messieurs, ceux qui ont posé, vous qui avez posé, le droit n'a pas été dit. Est-ce que vous-même, vous connaissez le droit? Vous croyez que parce que vous avez un diplôme, vous avez fait un doctorat en droit, vous connaissez, vous croyez que c'est... Moi, j'ai toujours dit, la science sans conscience n'est qu'une des larmes. Est-ce que moi, Keïta, j'ai besoin d'apprendre à ces gens-là, à ces soi-disant docteurs ou quoi que ce soit en droit? Nous sommes dans une situation, deux cas de figure. Une décision politique soutenue par une base juridique. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que ceux-là ils comprennent ça? Ceux qui ont porté plainte là, est-ce que leur niveau intellectuel leur permet de faire la part des choses? Une décision politique sous-tendue par une, comme on appelle, par une loi, par un élément, par un clavier, par un instrument juridique. En d'autres termes, si le politique, parce que la parole d'un politique, c'est pas la parole d'évangile, c'est pas la parole de coranique, seule la parole de Dieu ne peut être remise en question. Alors, on dit, parce que vous avez dit, alors qu'eux-mêmes, ils passent leur temps à mentir, à manipuler les gens. Quel être sur la terre veut dire, j'ai donné un délai, il faut que absolument je respecte le délai. Qui maîtrise le temps? Mais au lieu de vous précipiter pour dire, le délai là, vous avez fait quoi pour soutenir les forces armées? Eux qui se battent là. Moi c'est pourquoi je dis, j'ai honte. J'ai honte. Au nom de Dieu, si j'étais parenté avec ces gens-là, j'allais avoir honte même de sortir.
Si j'étais parenté, ne serait-ce qu'avec une seule personne parmi eux, j'allais avoir la honte de ma vie. Voilà des gens, des femmes qui acceptent que leur mari aille mourir au front. Des enfants qui ne verront plus leur papa. Ça, la moralité, la décence exigerait qu'au moins, il faut respecter ces gens qui donnent leur vie pour le pays, pour la patrie. Vous venez sur la base. Moi, je pense même que le Conseil constitutionnel même a été gentil avec eux. Le Conseil constitutionnel même, il faut poser des questions simples, messieurs les juges, messieurs les sages. Posez-leur la question simple. Quel est l'instrument juridique qui vous permet de dire qu'il y a vacance de pouvoir? Une décision politique a été prise. Elle n'a pas été respectée. Et des éléments de réponse ont été apportés, puisque c'était une décision politique. Une autre décision politique est venue expliquer pourquoi on ne peut plus faire ça. Ça, c'est un. Donc, celui qui a pris la décision pour dire pourquoi on ne peut plus faire ça, c'est parce que la personne est investie de toute l'autorité morale et politique et de toute la confiance juridique. Ce sont les mêmes personnes qui ont pris la décision, nous allons faire les élections tel jour. Ce sont les mêmes personnes avec les mêmes entités juridiques, avec les mêmes soutiens juridiques, avec les mêmes leviers juridiques qui disent on ne peut plus faire ça à cause de tel ou tel événement. Donc déjà, en prenant même la décision de dire qu'on ne peut plus faire ça, juridiquement, il n'y a plus de vacances de pouvoir. Est-ce que ceux-là, ils sont là à l'école? Est-ce qu'ils comprennent même le béaba même de ce qu'on appelle le jonglage entre les actions politiques et les éléments juridiques? Est-ce qu'ils comprennent même? Je risque de perdre notre temps à vouloir donner des leçons à ces gens-là. Mais quand même, ils n'ont qu'à se respecter un peu. Celui qui est venu dire on ne peut plus faire les élections, il est investi juridiquement pour le faire. Celui qui a dit on va faire les élections tel jour est celui-là même qui est venu dire on ne peut plus faire les élections tel jour. C'est en fonction des éléments juridiques qu'il a dit. Où est vide qui est là? Celui qui est investi juridiquement président, c'est celui qui a dit on va faire, c'est celui qui a dit on ne peut plus faire, voilà les éléments. Donc juridiquement, où est la vacance qui est là? Comment les gens peuvent être de mauvaise foi jusqu'à ce point? Comment on peut être analphabète juridiquement jusqu'à ce point? Comment on peut être inconséquent avec soi-même jusqu'à ce point? Quel est le vide juridique? Quand le président a investi juridiquement, dit je ne peux plus organiser les élections pour des raisons, voilà ça, voilà ça. Et vous dites, il faut saisir. En fait, l'objectif n'était pas que la Cour ou le Conseil constitutionnel de droit, non. L'objectif était de dire au maître colon, il y a encore des hommes au Mali pour dire non à Assimi Goïta. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Après ça, il n'y a rien. C'est tout. Alors, on ne va pas perdre le temps pour répondre à ces gens-là. Si réellement ils sont vraiment des hommes de droit, je les amène. Je crois qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'on appelle le droit constitutionnel. Le mécanisme du droit constitutionnel, ils ne maîtrisent pas ça. Parce qu'il y a un mécanisme. La Constitution dit, voilà les cas de figure de vacances de pouvoir. Et qui doit saisir le Conseil ou la Cour constitutionnelle? Vous ne faites rien de tout ça. Vous vous levez pour dire, regardez, transition civile. Transition civile. Transition civile. Vous n'êtes pas un garçon. Sinon, vous connaissez la route de Kouliba. Allez-y vous asseoir là-bas. Vous n'avez pas besoin des juges pour ça. Allez-y à Kouliba. Ils vous attendent. Vous perdez votre temps. Allez-y à Kouliba. Les gens vous attendent là-bas. Si vous êtes garçon, allez-y à Kouliba. Vous serez qu'à connaître. Maintenant, les femmes là, qui perdent leurs enfants, leurs maris là, les enfants qui perdent leur papa là, si vous ne faites pas attention, vous allez oublier même la voie qui mène à votre bureau. Parce que vous êtes en train de marcher sur le corps de ceux qui sont morts. Vous êtes en train de piétiner le corps des soldats qui sont morts pour la patrie. Vous êtes en train de cracher sur les civils qui sont morts dans ce pays-là. Vous devrez avoir un peu de décence quand vous parlez. Vous devrez avoir un peu d'humilité, un peu de déontologie quand vous demandez certaines choses. Ceux qui meurent là, c'est des êtres humains. Respectez la douleur des veuves, la douleur des orphelins, la douleur du papa et de la maman qui a perdu son fils. Ayez un peu de décence morale. La politique, ce n'est pas la bêtise. La politique, avant tout, c'est la moralité. La bonne conscience
La politique, c'est la saine appréciation. Quelle appréciation vous faites de ceux qui donnent leur vie pour que vous soyez là où vous êtes? Transition civile. Si vous êtes garçon, là, allez-y à Koulouba. On va vous trouver là-bas. Vous voulez transition civile, allez-y à Koulouba. On va vous trouver là-bas. Ça fait honte. Ça fait honte. Des Maliens qui se fichent éperdument d'autres Maliens qui donnent leur vie. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. C'est tout le monde qui doit gérer le pays. C'est tout le monde qui doit être président. C'est pas vous les civils là, qui avez mis le Mali dans le chaos. Transition civile. Transition civile. Transition civile. Si vous êtes garçon là, wallahi, on vous attend là-bas. De toute façon, on va vous sonner là. Vous allez voir. Mais transition civile. Quelle transition civile? Il n'y aura pas de transition civile. Il n'y aura pas d'élection. On est au pouvoir. Jusqu'à l'Ascara. On ne fait pas élection. Il n'y a pas de transition civile. On finit notre travail propre. On met le Mali dans les meilleures conditions. Personne ne quittera le pouvoir. Il n'y a pas d'élection. À ma foi, bien, élection T. Il n'y a pas d'élection. Terminé. Si vous n'êtes pas content, on attend vos maîtres. Alors, la France, avant de commencer, la France qui prépare la guerre pour nous envahir, les Européens, les Américains font tout pour que les Africains puissent accorder une liberté aux personnes homosexuelles et en général aux LGBT+. Un dernier rapport américain paru cette semaine dénonce les pratiques discriminatoires à l'encontre des homos au Sénégal. Donc, les Américains veulent mettre la pression sur Ousmane Sonko et son président pour reconnaître le droit aux homosexuels. Vous savez, il y a une mise au point, on ne va pas perdre le temps sur ça. Personne n'empêche quelqu'un d'être homosexuel. Personne. Mais, inscrire cela dans notre constitution n'arrivera pas. N'arrivera pas. Alassane Ouattara a pris un décret. On est au courant. Je crois même qu'il devait voter une loi, je ne sais même pas si la loi est passée. Les Américains, je parle haut et fort pour que les pervers américains, les ratés américains, aujourd'hui, pourquoi l'Amérique est en train de perdre? Aujourd'hui, pourquoi l'Amérique est en train de chuter? Aujourd'hui, pourquoi l'Europe est en train de chuter? Je vous ai dit une chose. Ils sont en train de ressusciter Sodome et Gomorrhe. Et tant qu'ils vont ressusciter Sodome et Gomorrhe, que Dieu a maudit et détruit, Dieu ne leur donnera jamais la possibilité de gagner. Hier, j'ai regardé une famille américaine. Je crois le monsieur, il a 6 enfants, je crois, à peu près. Ils ont quitté les États-Unis avec tout le confort. Ils sont arrivés en Russie et ils demandent à avoir la nationalité russe. Un Américain avec sa femme, je crois, ils ont 6 enfants ou 5 enfants. Ils ont déjà commencé, ils font l'apprentissage du russe. Vous savez pourquoi ils ont quitté les États-Unis? Pour la même et simple raison que votre serviteur, Cheikh Oumar Keïta, qui a quitté les États-Unis. Le jour où l'homosexualité a été validée aux États-Unis par Barack Obama, qui a trahi ses principes et ses valeurs morales, j'ai dit, moi, j'ai plus rien à faire aux États-Unis. Quand Donald Trump est arrivé, il a commencé à dépecer ce projet de loi-là. Biden est venu, il a réactivé. Et le monsieur dit, il ne veut pas voir ses enfants grandir dans un pays pervers comme les États-Unis. Un pays où l'homosexualité est prônée. C'est la raison pour laquelle il vient en Russie et demande à Poutine de leur donner la nationalité russe. C'est la raison pour laquelle, Wallahi billahi, Allah est témoin. Le jour où ça s'est arrivé parce qu'on avait fait un référendum. Et le référendum, on avait rejeté. Les LGBT, ils sont allés, ils ont porté plainte au niveau de la Cour suprême. Il y a eu, je crois, 1 à 2 semaines de débat houleux. Finalement, ils ont gagné. Quand ils ont gagné, le jour où ils ont gagné, on a proclamé le résultat pour dire qu'il faut que la Californie applique. Ce jour-là, j'étais assis derrière mon ordi et puis mes larmes ont coulé. J'ai dit, Dieu, c'est l'âme, je ne veux pas avoir mes enfants grandir dans un pays pareil. C'est ce qui m'a motivé et me donné la force et le courage de rentrer. Ce monsieur-là, il a pris toute sa famille, ils sont rentrés en Russie.
Actuellement, ils sont à Moscou. Il dit, mais c'est pas vrai. Lui, il regarde Moscou, il est dépassé. Il est dépassé. Parce que quand tu regardes Moscou et puis ce qu'on dit de la Russie, il dit c'est diamétralement opposé. Il est émerveillé. Et il est rentré avec sa femme et ses enfants. Il demande la nationalité russe. Il ne veut plus retourner aux États-Unis parce qu'il ne veut pas que ses enfants grandissent. Alors, un gars comme ça, qui quitte son pays pour la Russie, une Russie qui se bat pour préserver le socle de la famille. Vous croyez réellement que Dieu va donner le pouvoir aux aux Américains, aux Européens de battre la Russie? Parce que dans cette guerre, je vous l'ai toujours dit, il y a un élément spirituel qui, si vous enlevez cet élément spirituel, c'est fini. Vous n'allez rien comprendre. Dieu ne permettra jamais, ni aux Européens, ni aux États-Unis, de battre la Russie. C'est l'Ukraine qui sera cassée, c'est l'Ukraine qui sera détruite. Jamais ils ne gagneront cette guerre-là. Pour la simple et bonne raison que Dieu il a fait son choix. Et ça, c'est une réalité. On peut accuser Poutine de tout. On peut dire on n'est pas d'accord. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dire que Dieu va permettre, parce que Poutine n'est pas bon, on n'est pas d'accord avec Poutine, et un gars qui... Parce que le problème, c'est quoi? Pourquoi cette guerre ne finit pas en Ukraine? Parce qu'il y a des intérêts énormes qui sont en jeu. La survie de l'homosexualité. Le soutien à l'homosexualité. Les entreprises d'armement. Quand vous entendez par exemple que le Congrès américain a voté 61 milliards de dollars pour soutenir la guerre en Ukraine, vous croyez qu'on prend les 60 milliards comme ça on vient donner à l'Ukraine? Non. Les 60 milliards vont servir à payer des armes américaines pour les livrer à la Russie. Et pardon, à la Russie, bon, Dieu merci, pour les livrer à l'Ukraine. Donc, ce sont des intérêts qui sont en jeu. Et ce sont des lobbies des entreprises de fabrication d'armes qui mettent la pression sur le Congrès, le Sénat, pour qu'ils fassent passer cette loi. Si on vous sort le chiffre exact que les Américains ont investi en armement pour l'Ukraine, vous allez crier au scandale. Très peu d'argent liquide est arrivé dans les comptes de l'Ukraine. La plupart, ce sont des armes qu'on a achetées. Vous voyez toujours les chars Abrams, les canons César, les missiles Stinger, les blablabla. Vous voyez les noms, mais c'est pas les États qui les produisent, ce sont des entreprises privées qui les fabriquent. Ils achètent avec ces entreprises-là pour les livrer à l'Ukraine. Et aujourd'hui, Poutine a décidé, quand il voit un avion en l'air, il abat l'avion. Quand on met dans le train, il abat le train. Il détruit les trains, il détruit les rails. Donc aujourd'hui, les gens ne savent même pas comment il faut faire entrer ces armes-là. Quand les armes sont dans l'air, on les abat. À peine à la frontière polonaise, quand ils commencent à traverser les bouts, ils sont neutralisés tout de suite. Voilà, celui-là, c'est eux qui nous donnent des leçons des droits de l'homme. Ils n'ont jamais investi autant dans une guerre en Afrique. Quand vous voyez ces avocats, ces soi-disant hommes de droit, qui n'ont pas la décence morale de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Regardez le soutien massif et financier de l'Occident à un pays qui considère comme un pays qui incarne les mêmes valeurs qu'eux. Mais alors, depuis quand chez nous ici, on a investi tant pour nous aider? Au contraire, on nous empêche d'acquérir les armes qu'on veut. Combien de fois les Américains ont mis les pieds sur l'acquisition d'une certaine quantité d'armes de haute technologie? Il a fallu l'Iran, la Turquie, la Chine et la Russie pour dire il n'y a aucune restriction chez nous. On va vous donner des armes dont vous avez besoin. Toutes les armes dont vous avez besoin, on va vous donner. Il n'y a pas de restriction. À peine vous passez la commande, le lendemain, vous avez les armes. Et c'est ça qui est un peu gênant chez eux. Donc, on veut amener le Sénégal, on veut mettre la pression sur le Sénégal pour pousser le Sénégal, mais ils n'ont rien compris. Diomaye et Ousmane Sonko vont jamais renoncer à leurs principes, aux valeurs musulmanes qu'ils incarnent pour dire qu'ils vont instruire cela. Non, tu es homosexuel, tu fais ta pratique, ça c'est ton problème. Mais, venir t'exhiber devant le monde
femmes et femmes, devant tout le monde, là, faire vos bêtises là. Non. Vous êtes homosexuel, faites ça dans vos maisons là-bas. Vous êtes homosexuel, faites ça chez vous là-bas. Pas dans la rue. Et ce ne sera jamais constitutionnalisé. Vous le faites, c'est votre problème. C'est comme le voleur. Tu vois, c'est ton problème. Mais le jour où on t'attrape, tu vas subir la rigueur de la loi. Vous faites votre bêtise là-bas. Le jour où on vous attrape, vous allez subir la rigueur de la loi. C'est aussi simple que ça. On ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez. Mais si vous le faites publiquement, vous allez payer le prix qui va avec. C'est ce qu'on dit. Et c'est ce que le Sénégal a dit. Donc, il n'y aura pas, en tout cas, en ce qui concerne le Sénégal, il n'y aura pas. Alors, vous allez voir, on va revenir avec cette fameuse guerre que la France prépare contre nous. Des déclarations sont là pour attester tout ce que nous avons dit. Mais mieux, il y a quelque chose. Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo par rapport au Covid-19. Je vais développer ça. J'ai vu la personne. Je vais développer ça prochainement parce que j'ai beaucoup trop d'éléments aujourd'hui à développer. Alors, avant de revenir sur la guerre, on va développer ça. Mais je vous en prie, écoutons ceci d'abord. On va écouter ceci d'abord. On va écouter ça d'abord. Alerte Burkina Faso. Traoré Bassiriki chargé d'assassiner le sécurocrate burkinabé Oumarou Yabré au polonium dilué. Que ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Que ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Ce message est une alerte urgente. J'avais déjà annoncé dans un précédent post que Ténébiraïma Ouattara Di La Fiole a prévu d'assassiner des cibles désignées au Burkina Faso. Les choses se précipitent. La première cible à éliminer est le capitaine Oumarou Yabré, chef des services de renseignement du Burkina Faso. Alertez-le en urgence. Vérifiez s'il se trouve à l'extérieur du pays dans le cadre d'une réunion internationale des services de renseignement. Il sera contacté par le préfet Traoré Bassiriki au motif de poursuivre les échanges fructueux de Nyongoloko. En réalité, c'est pour l'empoisonner. Après une réunion avec Ténébiraïma Ouattara Di La Fiole, il a été admis qu'il était impossible de faire un coup d'État au capitaine Ibrahim Traoré tant Oumarou Yabré serait vivant. Il a donc été décidé de dépêcher à la dernière minute le préfet Traoré Bassiriki à la réunion annuelle du monde du renseignement en Europe avec pour mission d'empoisonner Oumarou Yabré. Il s'agit d'un type de poison, polonium dilué, qui causera un cancer fulgurant. Au bout de 6 mois, comme Ahmed Bakayoko, le capitaine Yabré mourra. Voilà, j'ai fait ma part. S'il veut, qu'il croie en ce que j'ai dit. S'il veut, qu'il ignore cette alerte. Pourquoi le régime d'Abidjan, d'Alassane Ouattara, n'a autre ambition, autre esprit que de tuer? N'est-ce pas eux, ce que Chris Yapi a dit, je vais vous démontrer tout de suite pourquoi Chris Yapi a raison. Regardez bien regardez la sécurité. Regardez la sécurité d'Ibrahim. Hein? Regardez bien. Regardez la sécurité d'Ibrahim. Regardez là. Regardez.
je vais pas trop durer sur ça. Est-ce que ce que Chris Yapi a dit est vrai? C'est vrai. Pour quiconque connaît Alassane Ouattara, pour quiconque sait ce que vit Soro Kibafore Guillaume aujourd'hui, pour quiconque sait ce que Laurent Gbagbo a vécu, on ne peut pas dire que Alassane Ouattara, parce qu'il faut qu'on nous apporte la preuve. Ahmed Bagayoko, sa femme Yolande, elle sait. À la dernière minute, quand on lui disait que son mari a été empoisonné, pourquoi Ouattara a voulu prendre en charge Ahmed Bagayoko? Pour éviter à sa femme de savoir ce qui s'est passé. C'est nous qui avons obligé, on a mis la pression sur Yolande d'enlever Ahmed Bagayoko en France, sachant bien qu'il allait mourir. On lui a dit, il faut le déplacer, au moins on sait qu'il ne va pas s'en sortir, mais tu pourras faire une autopsie pour savoir si réellement il a été empoisonné ou pas. C'est là qu'elle a mené son mari en Allemagne. On lui a dit que le déplacement, il ne pourra pas supporter, il va pas s'en, il faut l'amener. Mais entre-temps, avant de faire le déplacement, elle savait que c'était fini pour son mari. Elle a fait un retour rapide à Abidjan pour sécuriser certains documents. Et puis elle est remontée rapidement son mari. Et puis ils sont allés en Allemagne. Arrivé en Allemagne, il était déjà pratiquement mort avant d'arriver. Ils ont fait l'autopsie. La quantité de poison qui est sortie des reins d'Ahmed Bagayoko a laissé sa femme bouche ouverte. C'est dans ça que la sœur d'Ahmed Bagayoko se plaignait tous les jours. On a tué mon frère, on a tué mon frère. Elle, on l'a liquidée. La sœur d'Ahmed Bagayoko, on l'a liquidée. Tous ceux qui se plaignaient de l'assassinat d'Ahmed Bagayoko, on les a tous liquidés dans sa famille. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qu'on a liquidées comme ça. Donc, est-ce qu'Alassane Ouattara ne va pas tenter de liquider? Vous avez vu la sécurité d'Ibrahim Traoré? Ça, c'est pas... Les mallettes que vous voyez, généralement, vous voyez les gens qui sont la sécurité qui se trouvent autour d'un président, vous voyez toujours des mallettes. En réalité, ce n'est pas des mallettes. Ce sont des genres de mallettes anti-balles. On déploie. Une fois qu'il y a un coup de fenêtre, automatiquement, la mallette se déploie. Donc, la mallette permet de protéger. Même quel que soit le calibre de l'arme qui sera utilisé, on protège tout de suite. Mais quand vous regardez Ibrahim, lui, il a plein. Il y a cette mallette-là, il y a toujours 2 ou 3 qui ont ça autour de lui. Ça forme un genre de protection sur le champ. Assimi Goïta, c'est la même chose. Le général, tous les présidents ont ça. Même Ouattara même. Vous voyez toujours les gens avec des mallettes noires. Souvent, même moi, je me posais la question, je dis, mais vous n'avez pas d'arme atomique. Vous avez la mallette autour de vous. Ouais, bouclier d'acier. Donc, en fait, tous les présidents, là, quand vous voyez les mallettes, ne vous posez pas 1000 questions. Ce sont des mallettes anti-balles. Une fois qu'il y a un coup de feu d'être, automatiquement, il soulève et puis ça. Donc, il a ça. Alors, Ibrahim, effectivement, il est protégé. Il est sûrement protégé. C'est la même chose comme Assimi Goïta, c'est la même chose comme le général Tiani. Ils ont un service de renseignement impeccable. C'est pourquoi j'ai dit le premier travail de Bassirou, c'est d'enlever le chef du renseignement sénégalais. C'est si le garde là, sa vie ne tient qu'à un fil. Tout président pour réussir une première mission, quand tu viens en fonction, c'est de changer tout de suite la tête du renseignement. Et au Burkina, maintenant, on veut tuer le gars. Parce que vous avez entendu ce que Chris Yapi a dit. Je vous ai fait écouter une de ses enquêtes. Outene Brahima, après toutes les préparations mystiques, arrivé au Burkina, c'est humiliation qu'il a subie. Bon. Pourquoi ils veulent absolument liquider le capitaine? Je vous ai dit une chose. À l'élection de Diomaye Faye, j'ai dit au monde entier, je dis Alassane Ouattara vient de gagner son ticket pour un 4e mandat. C'était pas évident. Je dis Alassane Ouattara vient de gagner son ticket pour un 4e mandat. Parce que maintenant, là, il sera celui qui va défendre les intérêts et faire en sorte que l'intention du Sénégal de renégocier le CFA ou de sortir du franc CFA pour que lui, il puisse empiéter au maximum. Oufo, il a dit. Oufo, il a dit. Oufo, il a dit. On peut retarder le progrès, on ne peut pas empêcher le progrès. Qu'est-ce que 20 ans dans la vie d'un peuple?
Je vous ai pas fait écouter ça. Alors, si ce homme-là dit qu'il est oufouitiste, c'est un menteur, c'est un criminel, c'est un vaurien, c'est un assassin, il ment. Sinon, il aurait compris le message de fou. On peut retarder, on ne peut pas empêcher. Il peut retarder, il peut faire la... Il n'est pas immortel, ce vieillard escroc. Quand il se regarde là, quand il venait en politique en Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça il était. Quand il prenait le pouvoir dans le sang, en enjambant les 3000 morts en 2010, 2011 là. Aujourd'hui, en 2024, là, c'est comme ça il est. Il voit pas qu'il est défiguré, il voit pas qu'il vieillit. Alors, tu peux retarder, mais tu ne peux pas empêcher. S'il est réellement un disciple d'Houphouët, il aurait dû comprendre le message d'Houphouët. Tu peux retarder le progrès, tu ne peux pas l'empêcher. Alors, est-ce que Alassane Ouattara peut empêcher le Sénégal de sortir du franc CFA? Il peut retarder pour quelques mois, quelques jours peut-être, mais il ne pourra pas l'empêcher. Donc, dans sa petite tête de moineau, où c'est l'eau seulement qui est dedans, il n'y a même pas une matière grise dedans, il a du mal à comprendre, il a du mal à accepter, il a du mal à se projeter dans l'histoire. J'ai suivi, je crois que c'était à Dubaï, j'ai suivi à Dubaï une rencontre où l'ancien vice-président Dick Cheney et un ancien ambassadeur chinois, on les a appelés dans un forum pour parler économie. Dick Cheney, il est venu avec son papier, il a lu, quand il a fini de lire, le Chinois lui a dit, monsieur l'ancien vice-président des États-Unis, vous ne connaissez même pas l'histoire de votre propre pays. Les États-Unis étaient une colonie anglaise. Vous avez été colonisé. Vous semblez ignorer cela. Vous qui avez été colonisé, vous vous êtes battu pour vous décoloniser. Pourquoi vous voulez imposer un système de colonisation économique aux autres pays? Devant le parterre d'hommes d'affaires, d'émirs, de ces hommes-là du Moyen-Orient, tous étaient assis ici, ils sont assis à leur tunique blanche là, ils sont tous, et puis regardez, les gens avaient la bouche ouverte et puis ils écoutaient l'ambassadeur chinois. Il dit, mais pourquoi vous avez une mémoire courte? Pourquoi vous ne comprenez pas les choses? Connaître son histoire est fondamental pour gérer un pays. Et visiblement, ce monsieur-là, comme il est apatride, on ne sait pas s'il est burkinabé, s'il est ivoirien, il ne connaît pas son histoire, je parle d'Alassane Ouattara. Sinon, il aurait fait preuve d'une intelligence et comprendre certaines choses. Donc aujourd'hui, ce dont il est question, la France dit, je vais vous amener à l'écouter, je vais vous amener, voilà ce que la France a dit, comment c'est dangereux. Parce que la France a dit quelque chose. Et ça, c'est compliqué pour nous. Je vais vous amener à écouter. On ne va pas tout écouter, hein, juste une toute petite partie. Le ministre français des armées a annoncé la création d'une force armée européenne dans le Sahel. Il n'est pas burkinabé. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Le ministre français des armées a annoncé la création d'une force armée européenne. Je vous en prie, gardez ça en esprit. Je répète une dernière fois. Le ministre français des armées a annoncé la création d'une force armée européenne. Pas au niveau de l'Europe. Si c'est ça que vous pensez là, c'est que vous n'avez pas saisi. Non, non, non. C'est au niveau du Sahel. Ils veulent créer une force européenne dans le Sahel. Le point de départ, c'est 2 à 3 pays. La Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Nigeria. Merci pour les ballons. C'est pas fini. C'est pas fini. Le Tchad est en train de dire non. J'ai écouté le discours de campagne de Dibi Kaka. Dibi Kaka, parce que les Américains ont espionné
Si vous voyez que les Américains n'aiment pas les Russes, parce que les Américains veulent être les seuls maîtres à bord, espionner, espionner, espionner pour mieux vous maîtriser. Espionner pour mieux vous mettre la pression. C'est ce qu'ils ont fait au Sénégal. Et si Ousmane Sonko et Diomaye Faye ne comprennent pas qu'il faut changer leur logiciel de communication, du renseignement et faire venir du matériel russe, je le dis dans l'intérêt du peuple sénégalais. Je le dis dans l'intérêt de la réussite de ce premier gouvernement ou du moins du premier mandat de Diomaye Faye. Parce que le matériel qu'ils utilisent aujourd'hui, si Ousmane Sonko oublie que toute la politique, et c'est ça qui nous tue en Afrique, on ne prend jamais en compte l'aspect renseignement dans la gestion de nos États. Ce qui a tué Laurent Gbagbo face à Alassane Ouattara. Parce que Laurent Gbagbo utilisait le matériel français et le renseignement ivoirien était espionné. C'est comme ça qu'ils ont pu facilement liquider les forces armées ivoiriennes et puis mettre la main sur Laurent Gbagbo. Pourquoi ils ont peur? Au Burkina, on veut assassiner le chef de renseignement. Parce qu'il ne peut pas. Le renseignement, le matériel que nous utilisons dans le Sahel, ce n'est ni un matériel américain, ni un matériel européen, mais c'est un matériel russe. Le Niger vient de recevoir son lot. Vous l'avez tous vu. Et je dis Allah merci parce que le Niger a entendu la voix de Keïta. Ils n'ont pas fait ce que Keïta a dit, mais Dieu a permis à Keïta d'anticiper ce que le Niger voulait faire, c'est-à-dire il faut changer le renseignement. Tant qu'on ne changera pas de logiciel, tant que le Sénégal ne changera pas de logiciel, tant que le Sénégal ne changera pas de logiciel, une dernière fois, tant que le Sénégal ne changera pas de logiciel pour son renseignement, je vous jure au nom de Dieu, quelles que soient les bonnes intentions de Sonko, quelle que soit la démarche de Diomaye Faye, ils vont échouer. Prenez BIC, comme Christ a pu dire, que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut qu'il ne croit pas. Cheikh Oumar Keïta, Dieu l'a établi dans ce domaine. Il parle et puis après la vérité sort. Et puis vous êtes humilié. Prenez BIC et puis marquez, Billahi Ta'ala, s'il ne change pas le logiciel du renseignement, au nom de tout ce qui m'est cher, ils vont échouer. Ils vont échouer. Alors, pour que les États, pourquoi les Américains dépensent des milliards et des milliards de dollars pour espionner d'autres pays? Parce qu'ils ont besoin de ça pour réussir, pour imposer leur agenda aux autres. Et la Russie a mieux compris que quiconque. La Russie a commencé à travailler d'abord son renseignement. Et les Américains ont peur. Aujourd'hui, la maîtrise de l'espace. Les Américains ont besoin de la Russie. Vous voyez, ils font la grande gueule. Et je suis tombé sur un documentaire hier, je regardais. Je vois que les Américains, ils demandent pardon à la Russie. Parce que c'est la Russie seule qui maîtrise cette technologie-là pour faire partie des fusées en vol. Même les Américains n'ont pas. Ils négocient toujours avec la Russie. Malgré tout ce qu'ils font, ils ont besoin de la Russie. J'ai vu qu'il y a toujours cette collaboration. Il y a toujours des astronautes russes et américains qui vont dans l'espace ensemble. Parce que la Russie est le seul qui maîtrise ce domaine que tous les pays dans le monde. La Russie seule. C'est pourquoi les Américains ont peur du logiciel de renseignement russe dans un pays. Et moi, je vais dire à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye, changez votre logiciel. Mettez tout ce qui est à côté là. Tout est piraté. Les Américains ont piraté, les Français ont piraté. Tout ce que vous allez... Et puis d'ailleurs, ce n'est pas tout. Les salles de délibération privées, les rencontres privées, envoyer des Russes pour regarder. Macky, vous croyez que Macky est parti, ils n'ont pas installé des micros? Pourquoi Assimi Goïta ne fait pas ses réunions importantes à Koulouba? C'est pas qu'il n'aime pas Koulouba. Il va dans son bureau, mais il y a des discussions qu'il ne va jamais les faire à Koulouba. Parce que Koulouba est truffé de micros. Le palais présidentiel sénégalais est truffé de micros, espions, par la France, par les Américains, avec la bénédiction de Macky Sall. Donc, ils doivent nettoyer d'abord le palais présidentiel, enlever tous les micros espions qui ont été installés. Il y a des détecteurs de micros. Ils peuvent le faire. Ce n'est pas tout. Moi, j'insiste, je persiste. Ils n'ont qu'à changer leur logiciel.
C'est la seule façon de mener et de gagner le combat de la souveraineté. Parce que vous n'êtes pas souverain quand vous traitez votre renseignement. Et le Sénégal de Macky Sall traitait le renseignement avec la DGSE de la France. Raison pour laquelle, si les gens veulent un changement systémique, comme ils ont dit, ils veulent un changement radical, alors qu'ils changent tous les logiciels de renseignement. C'est tout. Maintenant, on nous dit, le ministre français des armées annonce la création d'une force armée européenne. Ce n'est pas à lui. Là où je vais vous amener à comprendre la subtilité parce qu'il y a une subtilité linguistique qui a été utilisée ici. Merci à celui qui a dit que je suis un bon communicant. Merci à toi, mon frère. Il y a une subtilité linguistique ici. Le ministre français des armées annonce la création d'une force armée européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une force armée européenne pour l'Europe. Sinon, ce n'est pas à lui de faire cette annonce, mais plutôt au président français après s'être concerté avec ses homologues européens. Seul un président peut décider de la création d'une armée européenne après concertation avec ses homologues présidents. Donc, ici, la subtilité de la communication, la subtilité linguistique vous amène à comprendre quoi? Qu'il ne s'agit pas d'une force armée européenne pour l'Europe, non, mais d'une force armée européenne pour l'Afrique. Est-ce que vous avez fait la distinction? Bon, ça c'est Dieu qui met ici. Hein. Ne croyez pas que Keïta, il est, bon, il n'y a pas école pour ça. Hein? Et je suis pas allé à l'école pour ça. Ça c'est Dieu qui met ici. Donc, ici, la création de cette force armée dont il est question, ce n'est pas une force armée pour l'Europe, mais une force armée pour l'Afrique. Pourquoi? On va comprendre ça tout de suite. Pourquoi une force armée pour l'Afrique? On va écouter ça parce que c'est important pour nous. Je vais vous ramener, il faut que vous écoutiez ça très bien. Oh là là là, j'espère que je ne me trompe pas, hein. Parce que vous avez besoin d'écouter ça. Il faut que vous avez besoin d'écouter ça. Oh là là, où j'ai mis ça? Oh là là, ça devait être ici. Faites monter le mercure, je vous en prie. Faites monter le mercure. Oh là là, on dirait que j'ai perdu là. Oh là 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 là. Ok, on dirait que c'est ici. On dit vraiment accuse Alassane Ouattara d'héberger les terroristes. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Permettez-moi de venir ici. Je vais vous montrer ça rapidement. Ok, ça est là. On va écouter, hein. On va revenir ici. Je suis persuadé que on va revenir ici. Dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. Écoutez très bien. C'est le même idiot là. C'est le même idiot général. On va l'écouter, hein. Alors, celui-même qui, voilà, c'est de lui qu'il s'agit. C'est le voilà qui est là. Ok? On va écouter ce qu'il dit, hein. Gardez en esprit que j'ai dit, le ministre des Armées français annonce la création d'une force européenne. Ok, gardez ça en esprit. Alliance, voilà. Alors, qui est de l'Atlantique Nord, bien sûr. Et poser la question d'une défense européenne ou d'une armée européenne, qui sont deux choses différentes, sans poser la question de l'autre. Donc, est-ce que vous, écoutez, ici c'est important. Ce que je suis en train de faire avec vous là, je vous en prie, écoutez. Écoutez, parce que là, c'est un autre niveau. Hein. Nous allons à un autre niveau. Si on ne comprend pas bien ce qui se passe là, on sera surpris de ce qui va nous arriver. Donc, on va bien écouter. On va bien l'écouter. Tant, ça n'arrive à rien. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe seule, pas contre les États-Unis, mais indépendante des États-Unis, est capable de prendre en charge son destin sur le plan militaire, de sa défense, de la promotion de ses intérêts et de ses valeurs? C'est une question qu'on va devoir... Donc, est-ce que l'Europe seule peut se doter d'une armée pour défendre ses intérêts?
Alors vous commencez à comprendre que quand le ministre français des armées, Le Cornu, je crois, dit ou annonce la création d'une armée européenne, je vous ai dit le jour que je vous ai fait écouter ce monsieur, j'ai dit il ne parle pas pour rien. Il vient annoncer quelque chose qu'ils ont l'intention de faire. Ils vont commencer à même. Mais comme Dieu a établi quelqu'un, une sentinelle qui s'appelle Keïta, quand vous sortez, il sait tout ce que vous voulez. Allez. Se poser rapidement si les Américains font des choix politiques qui conduisent à cela. Et je dirais même en dehors des personnalités qui sont élues aux États-Unis, je pense que le mouvement, la tendance lourde, c'est forcément que les États-Unis vont de plus en plus se détourner de l'Europe et réorienter leurs priorités stratégiques de l'autre côté du monde, du côté Pacifique et Asie. Est-ce que j'y crois? Donc, si les Américains vont se détourner de l'Europe, il faut que l'Europe commence à prendre en charge ses propres intérêts par la création d'une force armée, non pas pour protéger l'Europe, mais pour venir défendre leurs intérêts en Afrique. Je vous en prie. Nos télévisions d'État, nos télévisions nationales, je ne sais pas, bon. J'ai dit Dieu merci. Vous savez, après ma sortie là, le Burkina a parlé, mais le Mali aussi, ils ont fait édito. Il y a une dame qui a parlé, j'ai écouté ORTM, j'ai dit tout, c'est pas ça. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Voilà la réalité. La menace, la voilà. Quand vous ne faites pas des débats hautement intelligibles pour décortiquer, pour analyser, pour mettre tout au point, voilà le problème. On va écouter encore. Ah, combien de temps ça peut prendre? Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc, vous commencez à comprendre pourquoi la création d'une force armée européenne en Afrique. Ce n'est pas Keïta qui le dit, c'est le général qui l'a dit, et c'est le ministre en fonction des armées qui l'a dit. On va continuer à écouter. Nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans... On ne peut pas imaginer à nos portes un continent entier. Vous voyez? Et quand je vois qu'il n'y a eu aucun débat intellectuel, intelligible, rationnel, pragmatique, organisé par nos télévisions d'État, je suis sidéré, je me pose la question, qu'est-ce que les ministres de la communication dans nos États font encore en fonction? Je pose la question, est-ce que nous avons des ministres de la communication dans le Sahel? Parce que moi, Cheikh Oumar Keïta, je n'en vois pas. On n'a pas de ministre en communication dans nos 3 États, je n'en vois pas. On a des télévisions d'État, je le sais, mais qui servent à quoi? Je n'en vois pas. Ça, c'est blessant, c'est choquant, c'est frustrant de voir que de tels propos, on n'est pas en mesure d'apporter la réponse. On fait un petit édito de 3 minutes. Je crois la dame, la mère, a parlé de 3 minutes. Est-ce que c'est de ça? Est-ce que ORTM même comprend la gravité de la situation? Est-ce que le directeur... Moi, je me pose la question, le directeur de l'ORTM, il fait quoi là-bas? Depuis toujours, je demande le départ de ce monsieur, mais je ne sais pas. Vraiment, il est fort et il est encore à son poste. Je sais qu'il est fort, le gars là. Parce qu'il y a longtemps, moi là, Cheikh Oumar Keïta, il y a longtemps, il a perdu son poste. Il y a longtemps, il ne méritait plus d'être directeur de l'ORTM. Il y a longtemps, on aurait dû accompagner ce gars-là à la porte. Ça veut dire quoi tout ça? C'est pas l'ORTM seulement. Je parle des 3 télévisions.
Bon, s'ils sont encore là, c'est que nos présidents peut-être voient en eux encore des qualités que peut-être eux ils voient des choses que nous on ne voit pas, puisque c'est eux qui prennent des décrets. On est là, on regarde. Dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Alors, donc, ne soyez pas étonnés quand Cheikh Oumar Keïta vous dit, quand nous vous disons que voilà ce que la France a dit, la France, je crois qu'on a bien vu, là, le ministre français des armées annonce la création d'une armée européenne pour défendre ses intérêts en Afrique. Les Américains sont en train d'installer leur base de drones et en Côte d'Ivoire et en Mauritanie, je vous ai fait écouter. Ils sont en ballottage au Tchad, ils sont en ballottage au Sénégal. Donc il faut une armée européenne pour être présente en Afrique pour défendre leurs intérêts, pour assurer la continuité de leur mode de vie. Puisque nous sommes les seuls, vous l'avez entendu, on a partagé ensemble cet élément important et je voudrais encore revenir et puis partager avec vous. Parce que si nous perdons de vue ces éléments-là, si nous perdons de vue cette réalité-là, c'est compliqué. J'espère que attendez-vous à ça? Oui, j'espère qu'on va retrouver ça ici assez rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, 15, 40 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, et alors, quand nous aurons à discuter, pour éviter que nous ayons à discuter, il faut créer le chaos. Pour éviter que nous ayons à discuter, il faut nous empêcher de prospérer. Pour éviter que nous ayons à discuter d'égal à égal, il faut maintenir le système de domination et de dictat, le paternalisme. Oufou, il a prédit. Oufou, il a dit. Le général dit, dans 10, 20 ans. Oufou, il dit, dans 20, 30 ans. La réalité est là. Nous sommes dans cette position aujourd'hui. Et c'est étonnant que nos télévisions d'État soient incapables d'avoir une intelligence assez éveillée pour comprendre ce qui se joue, parce qu'il y a quelque chose de dangereux qui se prépare contre nous. Je ne dis pas que ce qu'ils préparent, ils auront forcément gain de cause. Je ne dis pas que ce qu'ils préparent, ils vont forcément gagner. Je ne dis pas que ce qu'ils préparent aura forcément les résultats escomptés de leur part. Mais je dis qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il faut qu'on se prépare. Alors, voilà des défis auxquels nos États devront faire face. Et vous voyez des petits plaisantins appelés avocats qui se lèvent pour dire vacances de pouvoir. Est-ce qu'ils ont une idée de ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils ont une idée de ce qui se prépare? Voilà des situations auxquelles
Nos États doivent se préparer. Et des plaisantins, des valets locaux veulent faire croire qu'il y a une vacance de pouvoir. Est-ce qu'ils ont une idée de ce qui se joue? Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? J'ai l'habitude de dire, là où je suis assis, c'est Dieu seul qui sait. Je suis couché, mais ce que je vois monter sur l'immeuble le plus haut, vous ne le verrez pas. Parce que ce n'est pas avec les yeux globuleux que Keïta regarde, mais c'est avec les yeux de l'esprit et de l'intelligence que Keïta regarde. C'est totalement différent. Ce regard-là va au-delà des frontières, va au-delà des murs, va au-delà de la forêt. Ce n'est pas un regard visuel, c'est un regard spirituel. Ce que Houphouët a dit, ce que ce général a dit, ce que le ministre français a dit, tout est lié. Alors, est-ce que dans nos télévisions, il n'y a pas de journalistes suffisamment intelligents, avec une moyenne d'intelligence quand même assez avertie, pour comprendre ce qui se joue? Et quand nos présidents gardent ces directeurs de télévision d'État, je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas encore? Nous sommes en guerre. Et des gens occupent des positions qu'ils ne méritent pas. Aussi bien les ministres de communication que les directeurs de cette télévision-là. Monsieur le Président, moi je vous demande pardon. Libérez vos ministres de la communication ou libérez les directeurs de nos télévisions. Parce que visiblement, soit c'est les ministres qui ne sont pas à la hauteur, soit c'est les directeurs de télévision qui ne sont pas à la hauteur. Vous le dites, nous sommes en guerre. Mais cette guerre, il y a la guerre de la communication. Et moi, je suis étonné souvent quand le Premier ministre dit, nous sommes en guerre de communication, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Maïga, nous sommes en guerre de communication. Mais ils ne font rien pour rectifier. Ils le disent, mais ils voient le mal. Nous sommes en guerre de la communication et leur thème de fourrier. Pourquoi le Premier ministre ne demande pas de compte au ministre de la communication? Ce n'est pas Keïta. Le chef de Choguel ne dit pas qu'on est en guerre de communication. Est-ce qu'Abdoulaye Diop ne dit pas qu'on est en guerre de communication? Est-ce que le président lui-même ne dit pas qu'on est en guerre de communication? Bon, on est en guerre de communication. Et puis, on a nos médias d'État qui ne comprennent pas la logique de la guerre de la communication. Et le directeur, il est maintenu, le ministre est là. Ils n'ont pas de compte à rendre. Pourquoi? La France se prépare avec l'Europe à envahir nos États, à nous déclarer la guerre. Le général l'a dit. Le ministre français vient de confirmer l'intention de l'Europe. Est-ce que nous devons rester bras croisés? Est-ce que nous devons rester les yeux fermés? Est-ce que nous devons continuer à dormir sur le laurier et faire si comme il n'y a rien? Dieu merci, on a été informés, on a été prévenus. Il nous appartient de prendre les dispositions. C'est pourquoi le capitaine a dit que les journalistes fassent correctement leur travail. Le travail du journaliste, ce n'est pas seulement de critiquer, mais le journaliste peut soutenir son pays. Les activités subversives sont en train d'être menées à tous les niveaux, au niveau culturel. Ça se fait. Au niveau culturel, ça se fait. Quel est le combat qu'on mène? Chacun doit pleinement jouer son rôle. Rester éveillé. Veiller au grain, pas seulement au niveau de nos autorités, mais chacun de vous, chacun de nous, que chacun joue pleinement son rôle. On peut tous aider d'une manière ou d'une autre. Faisons en sorte que nos pays soient préservés. Évidemment, c'est pas de dire tous les jours qu'il faut, parce que souvent aussi, quand je laisse le message à mon réveil, ma boîte est remplie de messages, les gens de Damsa même souvent, pour arriver à ceux qui ont des besoins par rapport au Damsa, c'est un peu compliqué. C'est vrai que je laisse le numéro, mais c'est pour que vraiment vous puissiez, si nécessaire, si besoin il y a, me donner des informations crédibles. Pas tout ce que vous ramassez sur les réseaux. Je n'écoute pas beaucoup. Je le vois parce que moi, je veux quelque chose qui puisse m'aider, mais pas quelque chose que je sais déjà. Ou des trucs passés. Parce qu'il y a des gens que moi-même, là, je n'écoute jamais sur les réseaux. Souvent, il y a des gens qui m'amènent ça. Ah, il faut écouter, il faut écouter. Parce que je connais déjà son esprit. Je connais sa façon de voir. Donc, c'est des gens, s'il vous plaît, si vous voulez m'apporter quelque chose, ce n'est pas tout que vous allez ramasser. Apportez-moi ce qui peut m'instruire. Mais pas des gens que moi-même j'ai déjà classés.
Parce que très souvent, vous m'envoyez des vidéos des gens que j'ai déjà classés. Mais par respect, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, on a besoin, je ne peux pas tout savoir, parce qu'il faut qu'aujourd'hui, chacun soit une sentinelle pour nos États. Il faut que chacun soit une sentinelle pour que nous puissions apporter les informations à nos États. En décortiquant, en faisant des analyses, on arrive à comprendre. Mais pas tout ce que vous ramassez. Il y a des gens, mais tu te réveilles matin, il y a 1000 messages qu'une seule personne t'envoie. Et souvent, les gens t'envoient des liens, ils se demandent même pas est-ce que le lien est bien parti. Ils envoient des liens qu'on peut même pas ouvrir. Plein de liens comme ça qu'on peut même pas ouvrir. Donc finalement, ça sert à quoi d'envoyer un lien à quelqu'un que la personne ne peut pas ouvrir? Patientez-vous, quand vous envoyez un lien, donnez le temps au lien de se télécharger. Et puis ensuite, vous partagez. Mais vous prenez, vous balancez, Très souvent, les gens qui font ça, vous voyez qu'on n'oublie jamais vos liens. Parce qu'on ne peut pas les regarder. Hein? Soyez patient avec les liens. Quand vous voulez en partager un lien, laissez le temps au lien de télécharger les éléments. Mais vous prenez, vous balancez. Vous croyez que moi, je vais me fatiguer pour aller chez quand je ne peux pas ouvrir, je supprime et puis j'avance. C'est la réalité. Je ne peux pas ouvrir, je ne perds pas mon temps, je supprime. Donc, soyez patient. Vous voulez m'envoyer un lien? Permettez au lien de se télécharger d'abord. Comment savoir que le lien est téléchargé? Quand l'image apparaît nette. Parce qu'il y a toujours une image qui s'affiche. Mais il y a des gens qui balancent, ils prennent. Mais c'est quoi tout ça? Vous voulez m'aider, je suis d'accord, mais faisons de la meilleure manière. Hein? Je n'ai pas fait votre travail à votre place. Vous voulez m'aider, mais aidez-moi correctement. Hein? Donc, la France est en train de motiver l'Europe à mettre en place une armée pour nous attaquer. Et ça, quand on dit pour nous attaquer, et il y a des valets locaux qui sont là, à l'intérieur de nos États, comme dans certains pays frontaliers. La Côte d'Ivoire est un exemple de valets locaux avec Alassane Ouattara et son régime. Le Bénin est un cas d'exemple. Vous savez, j'ai été surpris par le comportement de Faure Gnassingbé. Il y a eu une rencontre tout récemment à Abuja. Faure Gnassingbé dit à la réunion, il dit qu'il faut rompre tous les contacts, tous les contrats, est-ce que c'est contrat ou bien, tous les accords, pardon. Faure Gnassingbé dit il faut rompre tous les accords coloniaux ou post-coloniaux qui ont été signés avec la France. Que parce que c'est caduc. Ces accords signés avec la France ne correspondent plus à la réalité aujourd'hui. Il a fallu Assimi Goïta. Il a fallu le capitaine Traoré. Il a fallu le général Tiani. Quand Keïta vous dit que l'avenir du monde est en train de se dessiner dans le Sahel, voilà un autre élément encore de réponse. Tous les jours que Dieu fait, je vous donne de nouveaux éléments. Faure Gnassingbé, je le répète, cette semaine, je crois que c'est la semaine dernière ou cette semaine, je n'ai pas bien regardé, mais en tout cas c'est récent ça. Il dit à Abuja qu'il faut que les pays africains dénoncent tous les accords coloniaux et post-coloniaux. Que c'est des accords qui sont caducs, qui ne sont plus valables aujourd'hui et que les données actuelles ne correspondent plus à ces accords-là. C'est Faure Gnassingbé qui a dit ça à Abuja, ces 2 jours-là. Alors cela nous amène à dire infiniment merci au président Goïta, au président Traoré, au président Tiani. Je reviens encore pour vous dire que la France n'a pas encore dit son dernier mot. Des valets locaux tels que Alassane Dramane Ouattara se prêtent à ce jeu criminel de la France. Alassane Ouattara se livre à ce jeu. Alassane Ouattara est celui aujourd'hui qui porte main forte à la France, qui prête main forte à la France, qui accompagne la France à vouloir atteindre ses objectifs. Les Américains, je le dis, sont en ballottage au Tchad et au Sénégal, y compris la France elle-même. Donc, les nouveaux alliés, ce sera la Côte d'Ivoire, ce sera le Nigeria, ce sera la Mauritanie. Pourquoi ils sont tous en train de réactiver la Mauritanie? Parce que la Mauritanie est dans le Sahel et la Mauritanie fait frontière avec le Mali. Donc, ils se disent qu'avec la Mauritanie, ils pourront continuer de faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire recueillir des informations. C'est là que nous devons renforcer, nous, à notre niveau, au niveau de l'AES,
notre sécurité aux frontières avec la Mauritanie et empêcher toute violation de notre espace aérien par les États-Unis à travers leurs drones qui vont installer à Mauritanie. Parce qu'ils seront à la frontière du Mali pour tenter de temps en temps de violer notre espace pour aller à la recherche d'informations. Pourquoi ils ne veulent pas quitter le Sahel? C'est eux seuls qui savent pourquoi ils ne veulent pas quitter le Sahel. Ils se donnent main forte avec la Mauritanie, mais nous devons rester vigilants et veiller au gré. Donc, il est important pour chacun de nous de garder à l'esprit que ils ne sont pas encore partis. Ils sont là. Et leur objectif, leur intention, c'est de voir comment ils peuvent nous contrôler, comment ils peuvent nous dominer, comment ils peuvent imposer un agenda. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai lu un document, un rapport sur le droit des homosexuels au Sénégal. L'objectif, c'était quoi? C'est de mettre la pression sur le Sénégal. C'est pourquoi nous remercions le capitaine. Je crois le Burkina a suspendu tout récemment encore un certain nombre de médias qui mentent et ils continuent de mentir. Malgré que toutes nos opérations sont filmées en temps réel, il y a encore des organisations des droits de l'homme qui continuent de mentir, la presse poubelle continue de mentir. Alors, et on nous dit, pourquoi on suspend, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. On ne va pas terminer sans dire grand merci au mouvement Biko de Fatmata Batulignang. Infiniment merci pour ce qu'elle est en train de faire. Je crois que sa sœur a eu le mouvement Biko, à travers le mouvement Biko, un diplôme de remerciement pour les activités philanthropiques du mouvement. Donc, nous ne pouvons que dire merci à cette grande dame et remercier sa jeune sœur et le mouvement Biko. On est ensemble, on garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah.